au replay. Donc, normalement, c'est lancé. Bonjour, vous m'entendez si jamais? Oui, Rémi, on t'entend, c'est parfait. Est-ce qu'il y aura de l'écho ou pas si je mets pas d'écouteurs comme ça? Vous avez de l'écho? Le son a l'air d'être bien. Ok, bon, on va rester comme ça. Merci. Parfait. Désolé. Alors, juste pour savoir, on pourra avoir accès à la présentation, aux présentations. Alors, on a le replay, en effet. La première Oui. présentation, la présentation, pardon, de GD Biotech sera disponible. Celle sur le projet Interreg, c'est en cours de validation par le consortium. Mais en tout cas, il y aura l'enregistrement. D'accord, très bien, merci. Alors, hop, je reprends ma présentation. Donc, un petit rappel, mais on va rentrer dans le vif du sujet rapidement sur les deux interventions de ce matin. Donc, alors, l'intitulé n'est pas le bon, excusez-moi, on est bien sur le webinaire de nutrition humaine et animale qu'est le continuum, avec une première intervention par Unila Salbové, donc Pauline Anton et Nicolas Barbezier sur l'exemple du projet Interreg Adagio qui va très bien illustrer cette thématique. Et une deuxième intervention par Rémi Malbec de GD Biotech, qui est une spin-off de Gène Diffusion, qui parlera plus en détail de l'approche microbiote et notamment avec un outil de visualisation très intéressant. Donc il y a un onglet, voilà, n'hésitez pas à faire vos remarques au fur et à mesure via la conversation de Teams. Alors, je m'assure que tout le monde est bien rentré. Oui, parfait. Alors, vous avez sous les yeux des exemples des prochains événements, notamment sur le secteur de l'agronutrition qui arrive au niveau de Clubster NSL dans les semaines à venir. N'hésitez pas aussi à consulter notre agenda complet pour avoir la liste plus exhaustive. La semaine prochaine, on aura une formation sur l'acculturation à la digitalisation pour le secteur agroalimentaire, donc le 22 septembre matin. Et dans le cadre de Nutrivent, donc notre convention d'affaires européenne en nutrition santé, nous aurons plusieurs événements. Un atelier d'émergence de projets européens en nutrition santé, donc la veille, le lundi 3 octobre après-midi, et deux événements de clôture de projets européens, AgriWaste Value sur la valorisation de résidus agricoles, notamment pour le secteur nutraceutique le 4 octobre, et également le matin, un événement plutôt sur le projet Smart Agro de France sur la digitalisation en agro et qui se tiendra justement en format digital. Avant de passer au vif du sujet, je voulais vous parler aussi du projet Diag Agro de France qui est en cours actuellement porté par Clubster NSL et Eurasanté, qui a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir et qui porte sur la réalisation d'un diagnostic sur les emplois et compétences de la filière agroalimentaire en région, puisque nous avons actuellement besoin de vous, des entreprises agroalimentaires régionales, pour contribuer, nous apporter vraiment vos retours à travers deux manières de contribuer, quelle que soit la taille et l'activité de l'entreprise en agroalimentaire, via des entretiens et une enquête en ligne qui est disponible et qui a été diffusée sur nos réseaux sociaux. Donc, pour partager et faire avancer ce sujet-là, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à revenir vers moi. Voilà, et donc sur cette introduction, je vais laisser la place donc à Apolline et Nicolas pour nous présenter le projet Interreg Adagio. Tu me diras, Marine, quand le document apparaît sur l'écran. Il apparaît très bien en plein écran. Bon, ben c'est parfait. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ravis, avec mon collègue Nicolas, de pouvoir intervenir ce matin sur cet aspect de nutrition animale et humaine et sur la possibilité d'avoir un continuum. On va vous parler du projet Adagio sur lequel nous sommes actuellement et vous expliquer son contexte. Mais avant de démarrer sur ces aspects-là, on voulait... Alors, si ma souris fonctionne, ça sera bien. Excusez-moi. Ça, je ne sais pas. Ça défile pas, ça y est. On voulait revenir sur le contexte qui est un contexte commun finalement sur la plupart des problématiques nutrition santé qui concernent aussi bien, j'allais dire, l'animal que l'homme. Et pour vous donner quelques illustrations de ces aspects-là, donc si on regarde un petit peu sur les aspects de besoins et de besoins nutritionnels, on trouve assez fréquemment des similitudes de travaux scientifiques menés chez l'animal comme chez l'homme.
Là, je vous ai pris 2 exemples, mais dans la littérature, il y a énormément d'exemples là-dessus de l'évaluation donc de la prise de protéines sur la croissance, alors soit de poulet de chair d'un côté, soit la croissance du petit enfant pendant les premières 24 mois de vie. Ça concerne également tout ce qui est micronutriments, puisqu'on trouve aussi dans la littérature des travaux qui portent alors sur la prise des vitamines et l'impact que ça va avoir sur la production laitière chez la vache ou alors sur la qualité et la production du lait chez la femme. Donc, on peut dire que sur ces aspects-là, ces thématiques, ces similitudes des besoins se retrouvent bien entre l'animal et l'homme. On a également des approches qui sont assez similaires chez l'animal et l'homme pour tout ce qui est évaluation. Donc, pareil, ce sont des exemples. Le premier étant l'effet des fibres alimentaires sur l'homéostasie intestinale. Donc, ça, c'est un extrait d'une publication qui explique comment les fibres sont transformées par le microbiote et quel impact elles vont avoir sur la santé. Cette autre illustration est l'illustration suite à des travaux scientifiques des interactions possibles qui peuvent exister entre les minéraux lorsqu'ils arrivent dans l'organisme et le fait que la prise des uns empêche l'assimilation des autres. Alors, quand on regarde ces illustrations-là, déconnectées totalement du titre de la publication, on ne sait pas forcément si ça intéresse l'animal ou l'homme. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ces 2 graphiques, ces 2 illustrations ont été prises de publications qui portent sur l'animal, mais on a exactement les mêmes qu'on retrouve suite à des études réalisées chez l'homme. Donc, ces similitudes d'approche, on les a bien chez l'animal et l'homme. On a également des similitudes de challenge entre les études chez l'animal et l'homme. La façon d'aborder la recherche et le développement de nouveaux produits par rapport à ces aspects-là font que on va être amené à évaluer la qualité sanitaire des aliments. Cette qualité sanitaire, que ce soit destination de la nutrition animale ou de la nutrition humaine, il faut que l'aliment soit sain pour l'espèce destinataire. Il faut qu'elle réponde à un certain équilibre nutritionnel et il faut qu'elle soit adaptée à certaines situations physiologiques, c'est-à-dire qu'on va adapter l'aliment, par exemple, chez le chien, à un chien vieillissant, à un petit chien, à un grand chien. On va faire la même chose chez l'homme. Donc, c'est des problématiques de concepts qui sont assez similaires. La vocation avant tout de ces produits qui sont développés, c'est améliorer le bien-être et améliorer la santé de l'individu qui va les consommer, que ce soit une espèce animale ou une espèce humaine. Aujourd'hui et depuis quelques années maintenant, les problématiques de développement durable ont amené à se positionner sur un aliment qui soit plus clean, plus respectueux de l'environnement, que ce soit pour les animaux de rente, les animaux de compagnie ou que ce soit pour l'homme. Et aussi, malgré tout, d'avoir un coût pour la solution nutritionnelle qui va être proposée, alors soit sous forme d'ingrédients, soit sous forme de compléments, soit sous forme de produits alimentaires finalisés, qui soient relativement maîtrisés pour que l'amélioration qui soit apportée ne soit pas freinée, que l'acte d'achat de cette amélioration ne soit pas freiné pour une question de coût. Donc, on va retrouver quand même si dans les détails, les choses vont être légèrement différentes, dans l'approche et dans la conception de la réflexion, on va retrouver des similitudes encore entre cette approche animal et homme. Il y a un dernier point également qui est non négligeable, c'est qu'au-delà de vouloir approcher les choses de la même façon, il y a aussi des contraintes réglementaires de l'alimentation animale et de l'alimentation humaine qui vont se rapprocher. Alors, ce ne sont que des illustrations et ça n'a pas pour vocation d'être exhaustif, mais concernant tout ce qui est utilisation d'additifs, donc il y a un règlement CE pour l'alimentation animale, il y a des règlements CE pour l'alimentation humaine, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais parce que les additifs utilisés ne sont pas tous autorisés chez l'animal et chez l'homme et vice-versa. Les résidus phytosanitaires, les résidus pesticides sont ni souhaitables en alimentation animale, ni souhaitables en alimentation humaine. Alors, en alimentation animale à double titre, parce que ce n'est pas forcément bon pour l'animal lui-même, mais c'est encore moins bon pour l'espèce humaine qui va les consommer. Donc, les règlements et les directives se sont multipliés et ont évolué.
Il y a une part commune sur ce règlement résidus phytosanitaires. Et aussi, il y a un élément qui est non négligeable, c'est l'agrément des établissements qui fabriquent ces aliments. Là, par contre, on va retrouver une convergence stricte dans la façon d'aborder les choses, dans la préparation des ingrédients ou des aliments qui vont être faits, dans le suivi hygiène et qualité des produits qui sont élaborés, et on ne différenciera absolument pas la prise en charge d'ingrédients ou d'aliments à vocation animale de ceux d'ingrédients ou d'aliments à vocation humaine. Donc, effectivement, là encore, on va retrouver ces similitudes. Donc, on a des similitudes de besoins, des similitudes d'approche, des similitudes d'évaluation, des similitudes de contraintes réglementaires qui permettent d'aborder les choses sous un angle scientifique qui peut retrouver des points communs, et c'est ce dont on allait vous parler ce matin. Pour pouvoir travailler donc sur l'évaluation nutritionnelle d'aliments ou d'ingrédients à vocation santé, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, la première chose qu'on va chercher à voir, c'est d'évaluer les qualités de cet ingrédient ou de l'aliment sur lequel on veut apporter une amélioration. Et donc, on va, dans un premier temps, réaliser ce qu'on appelle une analyse physico-chimique. On va chercher à voir si la composition de la solution ou de la solution incorporée dans une matrice plus complexe évolue, si sa valeur nutritionnelle correspond à ce qu'on cherche à avoir, la présence ou pas de résidus, s'il y a des produits à vocation antioxydante, si ce pouvoir antioxydant est retrouvé avec des tests et des outils adéquats. On va également évaluer la qualité microbiologique de ce produit, présence de germes, durée de conservation, etc. Donc, ce ne sont que quelques exemples, mais cette approche-là, on va la faire, que ce soit pour un produit à destination animale ou un produit à destination humaine. On va, sur la base de ce qu'on aura obtenu dans l'analyse physico-chimique, aussi chercher à évaluer les effets santé de cet ingrédient, de cet aliment. Cette évaluation des effets santé, elle peut passer aujourd'hui par deux approches qui sont des approches assez standardisées. La première étant une approche in vitro. Alors, l'approche in vitro est beaucoup utilisée pour des raisons d'éthique animale. En plus de ça, en Europe, la réglementation est relativement stricte. Donc, cette approche in vitro va permettre d'évaluer le produit ou l'ingrédient d'intérêt. On va utiliser donc des lignées de cellules, alors que ce soit des cellules d'origine animale ou d'origine humaine en culture dans des milieux appropriés. Ça peut être aussi l'évaluation sur des micro-organismes. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on met en présence de certains genres ou de certaines espèces de micro-organismes qu'on peut retrouver dans la sphère digestive, le produit va se comporter, va améliorer, va au contraire limiter. On va chercher à comprendre ce que le produit entraîne sur la réponse de la cellule. Alors, ça peut être notamment l'évaluation de la communication à l'intérieur de la cellule, savoir si ça conforte l'intérêt santé qu'on lui soupçonne. On va, pour ce faire, utiliser donc des supports variables. On peut travailler sur ce qu'on appelle une monoculture, donc c'est une seule lignée de cellules sur laquelle on va travailler. Plusieurs lignées de cellules, et là on va parler de co-culture. On peut travailler avec ces lignées cellulaires, que ce soit micro-organismes ou cellules d'origine animale ou humaine, qui peuvent être en suspension dans un milieu qui leur convient, ou au contraire sur un support et elles vont se développer. Et on va chercher à regarder au travers de tout ça des marqueurs biologiques qui vont prouver l'intérêt qu'on cherche à mettre en évidence, avec notamment des évaluations de l'expression de gènes qui sont des marqueurs spécifiques de l'effet qu'on recherche ou inhibiteurs de l'effet qu'on veut éviter. On peut doser des protéines, donc il y a tout un tas de techniques et d'outillages, la liste est largement exhaustive, qui peuvent être utilisées pour pouvoir réaliser cette approche in vitro. Pour autant, l'approche in vitro aujourd'hui a la principale limite, même si on tend à aller vers autre chose, de ne pas permettre de tout évaluer encore, puisque lorsqu'on est sur une approche in vitro, on va plutôt regarder ce qui se passe à l'échelle d'une cellule, mais la cellule fait en général partie d'un tissu qui lui-même appartient à un organe qui lui-même est contenu dans un organisme. Et cette échelle macro
ne peut être abordé encore aujourd'hui par manque de données scientifiques suffisantes que parce que l'on appelle une approche in vivo. Donc, pour les espèces animales, on va commencer par des animaux de petite taille et on ciblera l'espèce cible dans un deuxième temps. Chez l'homme, on va chercher à avoir une évaluation sur un petit animal, sur un animal de plus grosse taille, avant de passer à l'échelle humaine. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une progression dans cette évaluation qu'on peut retrouver avec une progression plus avancée pour l'espèce humaine. Donc, on peut étudier différentes espèces, ce que je vous ai expliqué, cette espèce intermédiaire qui est une espèce plus facile à manipuler sur laquelle on va avoir de premiers résultats, et l'espèce cible avec l'espèce de destination de ce qu'on cherche à tester en termes d'ingrédients ou de produits. Ce qu'il faut aussi évaluer, c'est l'exposition à ce produit ou à cet aliment, c'est-à-dire la fréquence à laquelle on va exposer les animaux, la durée de cette exposition, la forme galénique, si je puis me permettre, de ce produit. Est-ce que ça va être en solution? Est-ce que ça va être solide? Est-ce que ça va être une prise par jour? Est-ce que ça va être en continu? Donc, il y a tout un tas d'éléments qui sont à considérer. Les paramètres cliniques aussi suivis et la fréquence à laquelle on va suivre ces paramètres, c'est le poids des individus qui va être mesuré, la prise alimentaire. On sait que certains ingrédients ou certains aliments peuvent modifier cette prise alimentaire, donc ça peut être un paramètre intéressant. Il y a des prises de sang aussi qu'on pourra faire en termes de paramètres biochimiques. Il y a des analyses qu'on va faire au fil de l'eau pendant l'étude et des analyses qui, en tout cas chez l'animal, peuvent être réalisées à l'issue de l'étude et qui vont au-delà de paramètres biochimiques sans intervention humaine, avec des prises de biopsie qui nécessitent la plupart du temps la mise à mort de l'animal pour pouvoir aller investiguer plus loin. Bien évidemment, chez l'homme, on ne réalise pas ce genre de choses. La prise de biopsie peut se faire. Que ce soit chez l'animal ou que ce soit chez l'homme, ça va être largement réglementé. Il y a des textes de loi qui imposent un certain cadre pour les études chez l'animal et les études chez l'homme. Et nous sommes obligés de nous reporter à ça avec des personnes qui ont des formations, avec des personnes qui ont des qualifications qui sont complètement en phase avec ces besoins. Donc, en tout cas, au niveau européen, les choses sont très cadrées. L'Amérique du Nord aussi. Chaque pays a sa réglementation, mais au niveau européen, on a une certaine homogénéité sur ces aspects-là. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Nicolas qui va vous parler plus spécifiquement du projet Adagio. Ok, merci Pauline. Donc effectivement, le projet Adagio, ben, voilà, pour nous, c'est une déclinaison un peu de toute cette grande approche que vous a présentée ma collègue. Et donc, dans le cas du projet Adagio, ce que vous allez voir, c'est que eh ben, la première marche, c'est-à-dire l'approche initiale, elle va se faire par rapport à l'animal et par rapport à des problématiques qui sont importantes chez l'animal. Donc, c'est quoi l'objectif de ce projet Adagio? C'est de développer une solution nutritionnelle qui, par rapport aux animaux et particulièrement aux animaux de rente, va se substituer aux facteurs de croissance et aux antibiotiques qui préalablement étaient donnés de manière prophylaxique pour éviter toute problématique chez les animaux d'élevage. Donc ici, on va chercher à développer donc ces animaux, on va favoriser le développement de ces animaux par le fait de donner dans l'alimentation une solution nutritionnelle. Et donc c'est l'objectif de ce projet, c'est de travailler, de vérifier qu'on arrive bien à avoir une solution nutritionnelle qui va renforcer la santé digestive. Donc c'est un projet qui a été, voilà, qui est en cours, on vient de finir la 2e année, et donc on attaque la 3e année. C'est un projet qu'on a pu faire financer par le 5e programme Interreg France Wallonie-Flandre, et donc c'est nous, au sein de l'Institut Polytechnique Unilassal, qui sommes référents et porteurs de ce projet, et on a, pour pouvoir faire avancer ce projet, un certain nombre de partenaires, et notamment, finalement, un premier partenaire qui est côté Belgique, qui est la société Sans-Luc, qui nous fournit les ingrédients et qui travaille sur différents ingrédients dont je vais vous redire un mot un peu plus loin, dont on pensait finalement qu'ils avaient une véritable valeur ajoutée et dont on pensait que la combinaison finalement pouvait apporter et pouvait constituer cette solution nutritionnelle.
Donc, on s'est associé au sein de ce consortium à une société qui travaille AlgoFit sur les compléments alimentaires, une société qui va nous aider dans toutes les analyses, notamment du microbiote, et enfin l'Université de Gand, côté Belgique, qui a une très grande expertise, notamment sur l'expérimentation animale, notamment chez les porcelets, qui nous ont aidés à travailler là-dessus. Et donc, grâce à ce financement, on a notamment pu financer une doctorante qui s'appelle Charline Richard et qui travaille avec nous sur l'ensemble de ces aspects. Donc la problématique de départ dans le cadre de ce projet, c'est finalement de s'intéresser aux porcelets et aux problèmes de ce qu'on appelle les syndromes post-sevrage que vous voyez ici en bas à droite. À quoi sont dus ces syndromes? Ils sont dus au fait que les porcelets, au moment de la séparation de leur mère, ont un système digestif immature, associé forcément à un microbiote immature, un système immunitaire immature, tout un tas de choses voilà, encore à construire chez le porcelet. Et le fait de séparer ces porcelets de leur mère, de leurs congénères, de les changer d'environnement, ce qui est souvent associé, de changer l'alimentation, on a un stress qu'on va appeler post-sevrage et qui va faciliter l'apparition d'infections, une malabsorption des aliments et des diarrhées post-sevrage qui entraînent des coûts pour les éleveurs, des difficultés de croissance pour les animaux et donc au final des coûts pour les éleveurs. Donc ce qu'on cherche à faire dans le cadre de ce projet, c'est d'avoir un mélange qui nous permette de limiter la dysbiose impliquée par la séparation des porcelets de leur mère et donc quelque part prévenir l'inflammation qui apparaît là-dessus. Donc comment ça fonctionne? Eh bien l'objectif, je vous avais dit, nous on est parti d'abord sur les animaux et ensuite on verra plus tard si on peut étendre à l'homme, je vais y revenir. Donc on a différents ingrédients qui sont déjà individuellement sur le marché et qui ont déjà finalement des valeurs ajoutées assez importantes. Donc du butyrate de calcium, une fibre prébiotique et puis des tanins de châtaignier. Donc chacune de ces molécules a des effets sur la stimulation de la muqueuse intestinale, sur une diminution de l'aspect inflammatoire, sur le microbiote, etc. L'objectif de ce projet, c'est de travailler sur est-ce qu'on peut mélanger ces ingrédients pour qu'ils conservent leur effet individuel, voire mettre en évidence un effet synergique entre tous ces effets positifs. Donc c'est vraiment l'objectif du projet et je vais essayer de vous montrer. Donc on mélange bien ces différents aliments et on va voir si on diminue les impacts négatifs sur le porcelet, sur éventuellement des volailles et puis on va faire tout un tas d'analyses autour. Donc ces analyses, quelles sont-elles? Premier type d'analyse, comme vous l'a présenté ma collègue tout à l'heure, on a travaillé autour de la caractérisation physico-chimique de ces molécules. Est-ce que lorsqu'on les mélange, quelles sont leurs propriétés individuelles? Est-ce que ces propriétés sont conservées jusqu'à quelle dose? Et est-ce que ces propriétés sont conservées dans le cadre d'un mélange? Et ensuite, deux grands types d'analyse d'évaluation. Un premier type d'analyse in vitro sur un modèle d'épithélium intestinal, donc des cellules que l'on fait pousser chez nous à Unilacell au laboratoire, qui sont des cellules humaines, qui nous permettent d'évaluer l'impact biologique de cette solution, les molécules individuelles et les molécules poulées ensemble. Et puis à côté de ça, des analyses sur les animaux, sur le porcelet qui constitue un modèle très proche du système digestif humain et en même temps qui nous permet d'avoir des indications sur le potentiel de ce mélange chez un type d'animal d'élevage et des analyses également sur le poulet, un autre type d'animal d'élevage. Donc voilà, les grands axes finalement qui ont été définis dans le cadre de ce projet que je viens de vous présenter, les analyses physico-chimiques, les expérimentations in vitro pour évaluer sur de la culture cellulaire l'impact de cette solution, éventuellement sur des cultures bactériennes isolées pour simuler finalement un impact sur le microbiote, et enfin deux types d'expérimentation in vivo sur le modèle porc, et qui est donc un mammifère monogastrique assez proche de l'humain, et puis le modèle poulet, qui est également un animal de rente avec des problématiques un peu similaires à celles qu'on a le porc et des problématiques économiques associées qui sont également relativement importantes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la cible principale de notre projet, c'est bien de travailler sur différentes espèces d'animaux monogastriques
pour essayer de mettre en évidence la potentialité de cette solution nutritionnelle, mais au travers à la fois de l'utilisation du modèle porc qui est très proche du système digestif humain et au travers du fait qu'on a d'une part caractérisé de manière extrêmement précise cette solution au niveau physico-chimique et d'autre part on a réalisé tout un tas d'études in vitro sur l'impact, y compris sur les cellules humaines de cette solution, on espère pouvoir à la fois tirer les conclusions sur nos différents modèles d'animaux d'élevage et d'envisager dans un deuxième temps de travailler sur la possibilité d'utiliser cette solution nutritionnelle sous forme de complément alimentaire pour aller aussi améliorer la santé digestive chez l'humain. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir apporté un certain nombre d'éléments et d'avoir mis en valeur finalement cette approche homme-animal qu'on a essayé de vous présenter. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Pauline, pour le panorama, le rappel des enjeux communs, réglementation aussi, et de la démarche scientifique et pour la présentation du projet qui n'est qu'à mi-parcours, donc encore plein de choses à venir et plein de sujets intéressants. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de cette première intervention? N'hésitez pas, soit par écrit dans l'onglet conversation, soit par oral. Voilà, on n'est pas très nombreux, on peut se permettre d'être interactif. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si je peux me permettre. Bien sûr, allez-y. Damien Truffin, Rocket Frères. J'ai vu que vous utilisez dans les mix du butyrate. Est-ce que d'un point de vue appétence, vous avez quelque chose pour masquer ou pas? Parce que, en général, les cochons vont à un autre endroit, à l'autre bout de la pièce quand ils sentent le butyrate. Alors, pas que les cochons, les chercheurs aussi qui ont analysé en HPLC aussi. Confirme. Je vous rassure, là, il y a aussi un continuum sur ces aspects-là. C'est normal. Alors, effectivement, déjà, c'est du butyrate de calcium. Mais même donc, en calcium. Voilà. Et effectivement, cette problématique de parfum ou pas parfum, alors, ils ont des je ne me souviens plus, il y avait un arôme pêche ou quelque chose comme ça. On avait essayé en masquant. Il y a un enrobage finalement autour des… Voilà, ça a été enrobé. A priori, ce n'est pas un frein pour la consommation. En tout cas, quand on a fait l'étude, on avait bien ça en tête, hein, puisque on parle de prise alimentaire, mais ça en fait effectivement partie. On n'a pas eu de défaut de prise alimentaire parce qu'on a utilisé l'ingrédient. En tout cas, dans le travail qu'on a fait. Mais effectivement, on avait bien réfléchi à la question avant. Parce que… Et c'est vrai que dans le travail de caractérisation physico-chimique, l'objectif, c'est d'arriver à descendre un petit peu les doses utilisées pour avoir une dose qui reste active. Mais sans, voilà, avec aussi une réflexion un peu économique derrière par rapport à l'éleveur. Et quand on a fait les expériences sur les cochons, effectivement, les régimes qui étaient butyrate, on n'avait pas de diminution de la prise alimentaire. Donc, pas de problème d'appétence avec le butyrate, ce qui est toujours un peu l'embêtant avec le butyrate sous toutes ses formes. Okay. Exactement. Merci bien. Avec plaisir. Mais par contre, on est mal vu au niveau de la plateforme d'analyse physico-chimique. Logique. On s'est grillé des amis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que pour le projet Adagio, il est prévu un événement de mi-parcours pour que justement certains, s'ils sont intéressés, puissent se joindre pour avoir plus de résultats? Ou peut-être il y aura l'événement de clôture, mais d'ici là, quand même… événements sont prévus. C'est vrai qu'on a été très restreint en événements de lancement, en événements de mi-parcours, etc. Parce que finalement, on a lancé ce projet en plein confinement. En plein confinement. On a fait notre recrutement de notre doctorante par Teams, etc. On a lancé le projet, on n'avait pas le droit. Donc, on a fait tous les premiers comités du projet, on les a fait en Teams parce que, à part aller au labo, on avait le droit de rien faire. Donc effectivement, on est un peu en dessous de ce qui était anticipé par rapport à ça. Ce que je sais, c'est qu'on va faire d'ici la fin de l'année là une sorte
il faut qu'on organise une sorte de rencontre scientifique un peu ouverte. Et effectivement, ça peut valoir le coup de communiquer, de vous faire passer un peu ces informations là-dessus. Parce que, voilà, c'est des choses qu'on souhaite faire aussi. C'est finalement aller présenter aussi nos résultats par rapport à ça. Et c'est prévu normalement d'ici la fin de l'année civile. Mais c'est pas encore bien, voilà, tout n'est pas calé. Mais je peux vous faire passer. On relayera ça, comme ça les participants super. qui sont intéressés et plus largement pourront se joindre pour creuser un peu les résultats du projet. Ça marche, super. Avec plaisir. Alors, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, peut-être qu'elles viendront après en lien avec la deuxième intervention. Voilà. Je vous propose, encore un grand merci Pauline et Nicolas de passer à la deuxième intervention avec Rémi de GD Biotech. Rebonjour à tous. Ça marche toujours, Marine? Ça marche parfaitement. Ok, bon, parfait. Merci pour l'invitation. Et donc, je vais essayer de partager mes slides. Alors... Donc, pour faire suite à la présentation d'Adagio, on va pouvoir voir comment on peut procéder à l'analyse du microbiote et à l'étude du microbiote et comment on a fait ça chez GD Biotech. Est-ce que vous voyez mon partage? Oui, super. Merci. Donc voilà, pour cette présentation, j'ai souhaité partir d'un constat simple, c'est que pour l'étude du microbiote, on se rend compte que c'est un levier très complexe, en fait, que ce soit pour la nutrition animale ou la nutrition humaine. Et aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter Missive, donc qui est un outil de visualisation qu'on a développé au sein de GD Biotech, tout simplement pour faciliter l'interprétation des résultats qu'on peut obtenir, la visualisation et la communication aussi entre les équipes ou auprès de clients, auprès aussi pour des publications scientifiques, etc., etc. Donc, juste pour reprendre un petit peu le contexte, donc GD Biotech, c'est partie du groupe Gène Diffusion. Gène Diffusion, historiquement, c'est une coopérative agricole, donc créée en 1948. Donc, on est actif dans la sélection animale, notamment dans le bovin, dans le laitier particulièrement, et le porcin en France et à l'international. C'est à peu près 400 collaborateurs et on a notre spécificité en tant que coopérative agricole, c'est d'avoir un peu plus de 30 000 éleveurs qui sont membres de la coopérative. Donc, historiquement, notre service de R&D donc développait des biotech pour nos propres besoins, évidemment pour les applications de sélection animale, puis aussi pour du suivi sanitaire, pour des problématiques d'antibiorésistance. Et à un moment donné, on s'est dit que ces technologies que nous développions pouvaient être pertinentes pour d'autres applications. Et donc, on a un petit peu regroupé tout ça dans une structure donc chez GD Biotech qui héberge un portefeuille de brevets de technologie. Aujourd'hui, en 2022, on est 16 personnes et on est à peu près mixte au niveau des compétences entre des biochimistes et des bioinformaticiens. Et je vous invite à consulter notre site si vous avez besoin de plus d'informations. Mais grosso modo, chez GD Biotech, donc on a 3 activités principales réparties sur 3 sites. Donc une activité de génotypage donc, qui va être située sur notre site historique, donc au siège à Douai. Une activité basée à Eurasanté, donc proche du pôle, qui développe des technologies et des applications autour de l'ELISA en multiplex, donc pour aller chercher plusieurs marqueurs en même temps. Et donc une activité de microbiote qui est située à l'Institut Pasteur de Lille, ce qui fait sens pour nous parce que historiquement, on avait développé une coplateforme génomique donc, avec l'Institut Pasteur. Donc, on est toujours actif là-bas et ça nous permet aussi de faire le relais entre les applications humaines aussi et animales parce qu'évidemment, nous, on va être plutôt, pour nos propres besoins, intéressés par des applications au niveau de l'animal, mais on n'hésite pas à travailler sur des thématiques de l'Institut Pasteur et à publier notamment, la plupart de nos publications aujourd'hui sont faites en santé humaine. Et donc, en fait, d'avoir ces 3 activités, ça fait sens pour nous parce qu'on a l'activité de génotypage, donc qui est notre cœur de métier historique, qui nous permet de développer nos index, d'évaluer de prédire les performances de nos animaux
et donc qui est l'étude de l'ADN. À un moment donné, on a développé l'activité d'ELISA multiplex pour la collecte de phénotypes. Et donc, c'est intéressant d'avoir la base génétique, la base phénotypique. Et à un moment, il faut savoir un petit peu comment va s'exprimer le potentiel génétique et qu'est-ce qui va le moduler. Et on sait tous qu'il va être modulé par l'environnement. Et l'environnement, pour nous, c'est une grande part de l'environnement va être représenté par le microbiote et comment les interactions avec le microbiote intestinal, notamment, vont un petit peu moduler et permettre plus ou moins de s'exprimer les caractères génétiques et aux animaux, notamment, d'exprimer tout leur potentiel. Donc, en partant du constat que le microbiote, c'était un levier complexe pour la nutrition, pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait que son étude va être très compliquée. On sait que seulement 1% des bactéries peuvent être cultivées dans la plupart des environnements, que si on peut également passer par une approche clonage et séquençage Sanger, mais que ça permet, c'est quand même limité au niveau de la diversité que l'on va pouvoir étudier, d'où l'intérêt de passer par des techniques de séquençage au débit. Donc, il faut avoir en tête qu'en 2010, on commençait à parler également de notre… seulement en 2010, en fait, c'est assez récent qu'on a commencé à parler de notre autre génome. Donc, vous avez la photo de la couverture de Nature, donc qui est plutôt focalisée du coup sur le gut microbiome. Et aujourd'hui, on va plutôt prendre le microbiome dans son intégralité. Donc, on va plutôt parler d'holobionte et on se rend compte qu'en fait, la part de cellules microbiennes par rapport aux cellules humaines est beaucoup plus importante. Et quand on prend tout ça dans sa globalité, on comprend bien que les leviers d'action vont être beaucoup plus complexes que juste adresser des problématiques au niveau intestinal. Donc, par exemple, on va avoir des problématiques au niveau de comment la nutrition va aussi impacter les axes gut-heart et gut-brain. Notamment au niveau, on sait aujourd'hui que la nutrition peut aussi avoir des impacts sur les maladies cardiovasculaires, par exemple. Et aussi, il faut avoir à l'esprit que la nourriture consommée est elle-même composée d'écosystèmes. Donc, ce qui va encore rajouter un niveau de complexité aux interactions et lorsqu'on essaye d'étudier les impacts de la nutrition. Donc, pour l'étude du microbiome et du microbiote, on travaille ce qu'on appelle le domaine de la métagénomique. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs approches, soit une approche de whole genome sequencing, on va séquencer tout le génome pour avoir une information globale, mais la quantité de données générées va représenter un challenge analytique, ou on va pouvoir procéder à du target gene sequencing, où on va plutôt avoir des informations taxonomiques et avec des inférences, arriver à déterminer quelle est l'empreinte ou la composition du microbiote. Et donc, généralement, quand on veut procéder à l'analyse du microbiote, donc là, je vous ai mis un petit peu notre pipeline chez GD Biotech, mais finalement, c'est un peu pareil pour tous les gens qui veulent analyser du microbiote. Donc, en général, on définit un plan d'expérience basé sur la question biologique à laquelle on veut répondre. On collecte des échantillons. Donc, nous, on a un kit de prélèvement à température ambiante, mais il y a aussi beaucoup de gens qui congèlent les échantillons. On définit des protocoles d'extraction d'ADN les plus optimisés en fonction de la matrice qu'on a collectée ou des applications. On réalise une amplification en PCR. On utilise divers machines de séquençage. Donc là, vous avez un MySeq de chez Illumina. Et derrière, on procède à la phase de biologie sèche, donc post-génération de data pour analyser les données, faire des études statistiques et choisir les bons pipelines bioinformatiques et analytiques. Et derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est comment on va représenter ces données. Donc, nous, on utilise notre logiciel Missif que je vais vous présenter juste après. Et tout ça, généralement, supporté par des laboratoires pour la biologie humide et des plateformes de big data du côté plutôt biologie sèche.
Donc, nous, on part du constat qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est facile de générer de la donnée et que finalement, l'analytique est aujourd'hui le véritable verrou. Et l'idée, c'est vraiment de comment est-ce qu'on va faire pour arriver à donner du sens aux données générées. Donc, dès après 2013, on a beaucoup travaillé pour faire un petit peu l'état des lieux des pipelines analytiques qui avaient été développés parce qu'ils sont tous un petit peu différents, ils apportent tous leur biais et développer nos propres pipelines chez Gene Diffusion. Et donc, on a pu aussi établir des recommandations pour effectuer des analyses robustes. On a pas mal publié sur le sujet, on a eu une thèse sur le sujet également. Et derrière, ce qui va être intéressant pour lever ce verrou, c'est de se poser la question, quelle va être la représentation la plus pertinente pour faire parler ces données et leur donner du sens. Et pas simplement se retrouver avec aussi des rapports de 200 pages qui sont difficiles à interpréter et qui rendent la communication sur les résultats difficiles. Et donc, ça me permet d'en venir à la présentation de notre outil Missive. Donc, je vais juste switcher sur une page Internet pour vous faire un petit peu, pour vous montrer comment cet outil de visualisation qu'on a développé peut être appliqué à un cas concret, dans la nutrition animale, mais ça pourrait très bien être appliqué à des études. On a travaillé sur de la flore chez des populations en Guinée, par exemple, et les résultats ont été traités sur Missive également. Donc, je regarde comment ça se passe. Je pense qu'il faut que j'arrête le partage pour switcher. Est-ce que ça a bien basculé sur l'interface Missive? Oui, oui. Bon, parfait. Donc ça, c'est la page de base qui est évidemment qu'on peut customiser selon les clients. Donc là, je suis connecté sur mon compte, mais chaque utilisateur a ses propres accès qui lui donnent accès à ses études. Et je vais basculer sur l'application qui s'est déconnectée entre-temps. Voilà. Donc, la démo que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment sur une problématique de nutrition animale, car c'est une étude qu'on a menée sur nos propres vaches, qui est très importante en termes de nombre d'individus, parce qu'on avait inclus dans cette étude un groupe de 500 animaux qui ont été supplémentés donc, avec un complément alimentaire, versus 500 animaux qui servent de groupe contrôle et qui ont été collectés, dont le microbiote a été collecté à température ambiante avec notre kit. Donc ça, c'est des chiffres très importants. En l'occurrence, c'est très rare qu'on a des études de microbiote sur autant d'individus. Là, on l'a fait parce qu'on avait accès aux animaux et que ça nous permettait d'avoir une grande aussi puissance statistique derrière. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir l'impact de ce complément alimentaire chez nos animaux. Donc, bien évidemment, on a des premiers onglets qui permettent de contrôler un petit peu ce qui s'est passé au niveau du séquençage. C'est notamment utile si on veut publier sur le sujet. En général, les méthodos et les résultats de qualité de séquençage sont demandés. Donc, on a essayé de rendre l'interface le plus interactive possible. Ici, dans ce premier onglet, l'idée, c'est de savoir si on a généré suffisamment de reads dans notre séquençage. Donc ici, sur une plaque 384 puits, dans cet exemple, on a généré plus de 10 millions de reads. Donc le nombre de reads était suffisant pour procéder à la suite de l'analyse. On a également des données, je passe rapidement là-dessus, sur la qualité en fait des reads. Donc ici, on est sur du pair-end sequencing, donc on séquence dans les deux sens, avec des profils relativement normaux parce qu'on a des gros scores de qualité à gauche et au fur et à mesure que le brin est de plus en plus long,
on perd en qualité, ce qui est tout à fait normal. Tout est interactif, c'est-à-dire qu'on peut zoomer, regarder au niveau des reads ce qui se passe. Et derrière, plus intéressant en général, c'est les courbes de raréfaction. Donc, pour identifier à quelle profondeur de séquençage on doit travailler en fonction de nos populations. Donc, on a différents tests statistiques qui sont affichés. Ici, là, j'ai simplement affiché la condition A, donc supplémentée, versus la condition B. Et on se rend compte déjà sur cette courbe de raréfaction qu'on a plus de diversité, en fait, dans la condition A supplémentée que dans la condition B. Et pour savoir si cette différence est significative, derrière, on peut aller voir les alpha-diversités. Donc, pareil, on peut switcher entre les différents tests statistiques. Tout est interactif. Ici, c'est affiché la condition A versus la condition B, mais on peut imaginer que si on avait plus de conditions, on pourrait choisir d'afficher ce qui nous intéresse. Dans notre étude, donc, on se rend compte que la différence est très significative entre les deux groupes avec une p-value à 10-46. Tous les graphes générés sont au format publication et sont exportables directement. Donc, on a vraiment essayé de designer l'outil tel que nous, on l'utilise pour nos propres besoins et on l'adapte en fonction des besoins du client également. Et une fois qu'on a montré qu'il y avait plus de diversité et qu'elle était significative, on peut aussi aller regarder la distribution. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder pour nos deux conditions. Donc, la question, c'est, une fois qu'on a montré qu'il y a plus de diversité, comment est-ce que la condition supplémentée, par exemple, on a un microbiote plus homogène? Et ici, vous avez la population supplémentée qui est en rouge, et on se rend compte que l'administration du complément alimentaire permet aussi, au-delà d'améliorer la diversité, permet d'homogénéiser un petit peu la flore du microbiote. Et après, si on veut aller plus dans le détail, évidemment, on peut aller au niveau de la composition du microbiote. On a différents niveaux taxonomiques où on peut regarder. Donc ici, on est au niveau du phylum. Et on a, par exemple, immédiatement, on voit que dans le groupe contrôle, on avait des protéobactéries qui ont quasiment disparu de notre condition supplémentée. Donc derrière, on a le détail avec les différentes p-values, l'affichage en termes de population, on peut passer de nombre d'événements, on peut passer aussi en pourcentage. Donc on voit que dans le groupe contrôle, on a 18% de protéobactéries et seulement 2% dans le groupe supplémenté. Et si on veut aller dans le détail, on peut cliquer dessus et faire apparaître les détails des individus. Et derrière, ce qui est intéressant également, c'est d'aller au niveau fonctionnel. Donc là, on était au phylum, mais je peux descendre au niveau du génus, par exemple. Et c'est exactement le même principe. Et après, une fois qu'on a identifié les différentes de composition, on peut aller regarder sur quelles voies métaboliques sont impactées. Et ici, par exemple, la voie métabolique la plus impactée était celle de la méthylphosphonate, de la dégradation du méthylphosphonate. Et si on clique dessus, on va être directement rebalancé. Donc, nous, on n'est pas spécialiste du métabolisme, mais par contre, on se base sur des bases de données publiques pour essayer un peu de mettre en évidence, en fonction de la composition, quelles sont les voies métaboliques qui sont les plus impactées et qu'est-ce que dit en fait la littérature sur l'intervention de ces voies métaboliques. Voilà, ça c'était pour vous donner un bref aperçu de ce qu'on peut faire avec Missive. Et je vais finir ma présentation. Hop. Avec quelques take-home messages. Donc, l'idée, c'est vraiment
je dirais, si on devait retenir les choses principales, c'est d'arriver à choisir l'outil approprié en fait en fonction de votre question biologique. Donc, les pipelines analytiques vont être très importants pour limiter les biais. Le choix de la cohorte va être très important en fonction de votre question biologique, également pour avoir une puissance statistique suffisante. Et derrière, l'outil de visualisation, évidemment, va être important pour pouvoir représenter et interpréter les résultats, notamment dans le cadre d'impact de nutrition, où il est toujours difficile un petit peu d'évaluer. J'ai mis une petite photo amusante sur qui de la poule ou de l'œuf arrive en premier. Est-ce que c'est la dysbiose ou est-ce que c'est les paramètres zootechniques qui vont provoquer la dysbiose derrière? Et quand on veut tester un additif et comprendre comment il marche, est-ce que l'additif va d'abord impacter les paramètres zootechniques et ensuite avoir un effet sur le microbiote, ou est-ce que c'est plutôt un impact direct sur le microbiote, puis sur les paramètres zootechniques, ou s'il y a encore un deuxième niveau de complexité derrière? Et donc, dans le reste des points importants, je dirais qu'il faudrait limiter au maximum les biais dans notre analyse, arriver à donner du sens aux données, et que Missive peut aider pour créer de la valeur et permettre d'interpréter vos données. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Rémi pour ta présentation et voilà la démonstration aussi de cet outil qui paraît très simple et surtout très visuel pour travailler toutes ces données et faire ressortir le potentiel, parce que oui, plus on a de données, plus c'est complexe. Et donc je pense que c'est intéressant et que tout le monde ne connaissait pas forcément l'existence de cet outil qui s'applique du coup dans bien des projets et de contextes. Est-ce qu'il y a des questions pour Rémi et pour GD Biotech? Pas de questions pour le moment. N'hésitez pas à profiter de la présence de nos différents intervenants, hein, s'il y a des questions qui sont venues aussi pour la première intervention. On a encore 7 minutes avant de partir manger. Rémi, peut-être une question. Votre domaine d'expertise par rapport à Gène Diffusion, il est vraiment sur les analyses animales, mais vous pouvez bien travailler sur des échantillons qui sont du microbiote humain, du microbiote du sol. Ça s'applique plus largement maintenant. Oui, aujourd'hui, on est sur tout type d'application. On a eu l'occasion, enfin, c'est la plateforme génomique, elle date de 2003 à Pasteur. On a été parmi les premiers utilisateurs des industriels des technos de séquençage. Donc, très vite, dès les années 2010, on a commencé à travailler sur des thématiques du microbiote. Donc, on a mené un certain nombre d'études ces 10 dernières années. Et on a eu l'occasion de traiter tout type d'applications. Donc, effectivement, on va publier beaucoup sur des problématiques de santé humaine parce que ça a moins d'enjeux pour nous. Donc, c'est des publications que je vous invite à retrouver sur notre site Internet qui sont en général faites donc, avec des équipes de Pasteur. Et après, on travaille sur du microbiote de sol, sur les animaux. On a travaillé sur à peu près toutes les espèces d'animaux d'élevage. Non, il n'y a pas de souci. Et comme on adapte Missive à chaque fois aux questions biologiques, aux besoins de la personne qui demande l'analyse, c'est totalement applicable aussi à des problématiques en santé humaine. Merci. Pas de questions du côté des participants? Non, j'entends un... Bon, il n'y a personne qui veut s'exprimer. Bon, si c'était super clair, et puis après l'idée aussi de pouvoir faire des présentations, des introductions et amener à d'autres collaborations. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à revenir vers moi, vous mettre en relation avec les intervenants. On va vous partager le replay et en tout cas le support de GD Biotech sur peut-être celui aussi pour le projet Adagio. Et pour approfondir les discussions aussi dans un second temps. Et donc ça, oui, Rémi. Marine, si je peux me permettre, du coup aussi, on vous présentera quand vous faites passer les slides, donc il y a les liens pour se connecter à la démo de Missive. Et si les intervenants veulent prendre en main
l'outil de visualisation, ils peuvent le faire par eux-mêmes aussi. Ils pourront se connecter en rentrant en créant un compte bêta-testeur. Super, on transmettra tout ça. Et puis, on va avoir l'occasion de rediscuter de tous ces sujets parce que voilà, l'approche One Health, on est tous convaincus de ces liens-là de plus en plus. Voilà, c'est vraiment dans tous nos sujets. Donc, on aura d'autres événements, des groupes de travail sur tout ça. Il y a des opportunités, notamment l'appel à projet besoins alimentaires, enfin, transition agroécologie alimentaire qui permet aussi d'aller financer de nouveaux projets, notamment collaboratifs, sur toute cette chaîne, hein, vraiment de l'amont à l'aval, incluant l'impact nutrition animale, nutrition humaine. Et puis la santé de la planète aussi. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous parlent ou sur lesquels il y a encore des choses à faire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et sinon, voilà, on va vous renvoyer tous les éléments et on se tient à disposition. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre participation et encore un grand merci aux intervenants. Un grand merci. Bonne journée à tous. Très bonne journée, à bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.